Fréquence Drone, interview. Bonjour Thierry, je suis Benoît Lacaze, président directeur général de la société Aerotic. Donc on est donc fabricant de drones de pulvérisation. À l'origine, donc, on est bien connu, c'est le nom d'Airvolia. Aerotic en fait est une filiale d'Airvolia et qui est principalement dans la fabrication de drones de pulvérisation pour les toitures et les façades et également pour le milieu agricole. Alors là aujourd'hui on est sur ton stand au salon de l'UAV Show 2023 et tu présentes toute ta gamme, je crois que c'est Spray S, Spray L, c'est ça ? Oui, donc effectivement, on a les drones aérorobotiques Spray S et l'aérorobotique Spray L. Donc ce sont des machines faites pour la pulvérisation de toiture et de façade équipées avec des perches 4 buses pour la toiture et des perches façade avec des tribuses avec une perche qui fait 2,30 m de long pour pouvoir couvrir les façades. Et également avec une option perche pour le Karcher où on peut mettre jusqu'à 160 bars et eau chaude. Alors là aujourd'hui sur le salon, comment ça se passe ? Tu as du monde qui vient te voir ? Tu as réussi à vendre quelques machines ? Mais oui, aujourd'hui notre machine elle vend en poupe si je puis dire. Par le fait de sa robustesse, de son étanchéité, sa tenue, sa stabilité. Donc beaucoup de contacts et bien évidemment des ventes en cours, quoi. Eh bien écoute, je te remercie, je te souhaite un bon salon et puis en espérant que tu fasses encore des nouvelles ventes. Allez, je te remercie beaucoup Thierry, à très bientôt. Fréquence Drone, interview. Geoffrey Prats, commercial pour InnovaTM. Plus sur la partie donc, software, Drone Keeper, USpace Keeper, Airspace Keeper. Voilà, sur le salon de l'UAV Show, plutôt de très bons contacts aujourd'hui. On a rencontré pas mal de monde, ça nous a permis aussi de mettre des visages sur les personnes avec qui on échange tous les jours et aussi de se rendre compte finalement que ce monde du drone c'est une espèce de grande famille, donc voilà, plutôt très agréable cette première journée. On attend de voir ce qui va se passer demain, on attend encore de voir du monde, rencontrer d'autres personnes et voilà. Donc un salon positif. Ouais, plutôt très positif. Alors moi j'étais pas là il y a 2 ans quand l'UAV Show s'est tenu, mais bon voilà, de ce que j'en vois pour la première fois que je participe personnellement à ce salon, c'est très enrichissant professionnellement parlant. On rencontre aussi, on voit des choses qu'on voit pas tous les jours. Nous on est vraiment basé sur la réglementation, le logiciel, bon aussi voilà, de pouvoir rencontrer des constructeurs de drones, des constructeurs de tout et de n'importe quel projet autour du drone. Voilà, c'est plutôt très sympa. Alors, quelles sont les questions en général que te posent les personnes qui viennent te voir sur le stand ? On nous demande de leur parler de Drone Keeper un peu et de leur expliquer un peu ce que sont ces USpace et de leur en dire un peu plus sur ce qui va arriver. Allez, merci. Fréquence Drone, interview. Avec Nicolas Marson de la société C'est pas du S. Oui, bonjour. Qu'est-ce que c'est que la société C'est pas du S ? Alors nous sommes une maison d'édition qui a été fondée il y a une 50aine d'années. Et donc on est spécialisé dans les ouvrages pédagogiques, à la fois aéronautiques, scientifiques et techniques. Donc on est pas mal connu pour le manuel avion, le manuel ULM, le manuel drone. Et donc on est un peu le code Rousseau de l'aviation légère, si on simplifie. Et également on développe beaucoup les ouvrages de mathématiques et de physique ces dernières années. Et alors, tu n'as pas de stand aujourd'hui ici, donc tu es venu en visiteur, et qu'est-ce qui t'amène sur ce salon ? Alors nous on est très présent sur le marché du drone, et notamment du passage d'examen, puisqu'on a le manuel drone dont la première édition c'est 2018, et là on en est à la 6e édition. Donc pour donner une idée du rythme de mise à jour. On a également un ouvrage de préparation à l'examen avec des questions corrigées et un ouvrage de réglementation qu'on met à jour. Je crois que de mémoire on en est à la 9 ou 10e édition. Donc on a une sorte de digest en fait de la réglementation. Et à côté de ça, on essaie de développer des ouvrages plus spécifiques dans le monde du drone. Je pense à l'ouvrage de Sofian Erixi par exemple,
qui est un ouvrage d'ingénieur en fait pour aider à dimensionner à la fois son drone mais aussi sa charge utile. Donc des ouvrages un peu plus spécialisés et j'essaye aussi, c'est pour ça que je fais un appel à tous ceux qui se sentiraient auteurs potentiels dans ces sujets pédagogiques et techniques dans le monde du drone, qu'ils n'hésitent pas à contacter les éditions CEPADUS. Alors justement, là aujourd'hui, on a les nouvelles réglementations qui rentrent en ligne de compte, notamment avec le nouvel examen A2 qui vient d'être mis en ligne depuis le 5 octobre. Est-ce qu'il y a déjà des manuels qui sont édités chez CEPADUS sur cet examen A2 ? Alors là maintenant tout de suite non, mais on y travaille. Et donc on peut espérer voir ça quand ? Il y a déjà des auteurs qui se sont positionnés ? On y travaille. Après, le temps de l'édition est toujours, voilà, il est toujours. Il y a le temps de la rédaction, le temps de l'édition et ensuite le temps de la commercialisation. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie Nicolas, c'est super sympa. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à te croiser sur ce salon. Et puis bonne continuation et j'espère que tu trouveras des auteurs. Merci, à bientôt. Fréquence Drone, interview. Bonjour, donc je m'appelle Alain Dang, je suis commercial au Tuvre Island, donc société qui se trouve vers Lyon. Donc nous sommes un laboratoire de tests de sécurité électrique et de certification pour les drones. Alors l'utilité de la certification, il y a deux choses. Alors il y a la partie CE, qui est la partie quand vous avez un appareil pour le marché européen, vous êtes obligé d'avoir une certification des tests de safety électrique. Les tests de safety électrique, ça comprend quoi ? Ça comprend des tests de surcharge de produits, de CEM. Si vous avez des batteries, effectivement, il y a des tests sur la batterie. Il y a également des tests sur la partie radio. Si vous avez un module radio, donc il y a la partie CEM. Donc votre produit, en fait, il est sous plusieurs directives. Donc il y a la directive RED, il y a la directive Low Voltage, et vous avez également une autre partie de la certification qui est les classes. On appelle ça les CIL, c'est les classes qui va de 0 à 6, donc ça dépend effectivement de la taille de votre produit et de l'utilisation de votre produit. Alors ces tests-là sont là pour vérifier que le produit, en fonctionnement anormal, comment il réagit, est-ce qu'il va s'écraser sur des personnes, donc cette réglementation-là, et une autre réglementation par rapport au marquage CE. Donc, c'est deux réglementations complètement différentes. Donc, nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'avoir ces deux pans. Donc, avoir la partie safety, donc la partie marquage CE, et puis la partie classification de produits pour justement l'utilisation et les déclarations, notamment pour les agences gouvernementales. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu parlais de CEM, on dit c'est la conformité électromagnétique. Exactement, c'est ça. Donc c'est l'impact qu'il y a sur les personnes, sur le réseau électrique, sur les produits, les personnes en soi. C'est des réglementations, c'est une directive qui existe depuis très très longtemps sur tout produit électrique globalement. Tout produit qui rentre dans la communauté européenne, qui sera vendu dans la communauté européenne. Alors, si on comprend que les drones aujourd'hui de classe, on va dire de C0 jusqu'à C3, puisque le C4 en sort, bien évidemment, on doit passer par un organisme notifié, beaucoup moins de personnes comprennent le C5 et le C6. Est-ce que tu peux nous donner peut-être une première explication de qu'est-ce que cette mise en conformité C5, C6 ? Alors, cette conformité-là, c'est une conformité qui est liée un petit peu à l'utilisation professionnelle, enfin un peu plus professionnelle des appareils. Alors, cette classification est encore en cours de travail en termes de normalisation. Pour l'instant, il y a des groupes de travail, mais on n'a pas encore de choses concrètes à proposer. Mais en soi, de toute façon, quoi qu'il arrive, le C5, C6, la partie CE, ça sera complètement obligatoire. Donc ça, c'est une première étape, d'avoir le marquage CE, et puis après, avoir par étape, faire vos classes C5, C6. Oui, alors on va aussi rappeler pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien un peu tout ce cheminement dans ces différentes classes, c'est que soit on a un drone déjà de classe C3, donc qui a été passé par un organisme notifié, et à ce moment-là on peut mettre des add-ons que l'on va rajouter pour le rendre C5, voire C6 éventuellement, mais ces add-ons-là aussi doivent être en conformité réglementaire pour le C5 et le C6. Si je ne m'abuse, la conformité C5, c'est la part 16 de la 945 et la part 17 de la 945 pour
pour le C6, c'est bien ça ? Exactement, c'est ça, oui. Donc, oui, effectivement, en gros, le C3, ça va être un niveau de certificat de standard. Et en fait, quand la directive va être mise en place, C5, C6, il y aura des ajouts d'amendements. Souvent, la norme fonctionne comme ça. On va rajouter des choses pour le C5, C6. Mais je dirais le niveau C3, en fait, c'est déjà une bonne chose de le faire en anticipation, hein, je dirais. Et puis après, évoluer vers un C5, C6. Alors, on va rappeler aussi pour les petits constructeurs, cette fois-ci, qu'il n'y a pas l'obligation de passer par un organisme notifié pour faire du déclaratif de conformité C5 et C6, mais par contre, on a quand même l'obligation à ce que ça réponde aux normes du C3, même si on n'est pas obligé de passer par l'organisme notifié pour le faire valoriser là-dessus, mais on est obligé quand même d'avoir cette déclaration CE et CEM qui est obligatoire, donc ça, il faudra quand même passer par un laboratoire pour pouvoir au moins passer ces 2 étapes-là, sans être obligé de passer à tous les tests du C3. Tout à fait, oui. Alors, il me semble que la DGCA oblige que sur les drones, hein, soit que les tests CE soient faits par un laboratoire accrédité. C'est ça. De mémoire. Donc, il faudra regarder un petit peu ce que dit la DGCA, mais il me semble que c'est ça. Et donc, en fait, nous, en termes de TÜV Rheinland, hein, on est un laboratoire certifié pour la partie safety. Donc, on peut donc certifier la partie CE. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de prix pour connaître ce que c'est que justement cette certification CE, uniquement sur la partie CE, CEM ? Alors le prix, je vais dire large, parce que ça dépend tout à fait du produit. Alors il faut savoir, hein, pour faire une chose assez grossière, donc sur un drone, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des moteurs, donc il y a une partie électrique, donc ça va rentrer dans la directive low voltage. On va avoir des batteries, donc ça va rentrer dans la directive batterie. On va avoir également une télécommande avec un module radio. Donc ça va rentrer dans la directive RED, qui est la directive radiofréquence. Et toute cette partie-là, donc il y a aussi il y a de la CEM, donc toute la partie électrocompatibilité. Donc en gros, il y a vraiment toutes ces directives-là qu'il faut prendre en compte quand on prend la notion de safety. Donc le marquage CE, c'est ça, c'est safety. Alors tout ça, donc vous imaginez que tout ça, il faut faire des tests sur chaque directive, chaque norme liée aux composants. Alors là, ça va être, je vais dire grossièrement, juste la safety sans la classe, sans le CE, on est aux alentours des 50 000 €. Voilà, je dis ça vraiment à la louche. Vraiment, nous, les dossiers qu'on a... après, ça dépend aussi de si vos composants sont déjà certifiés. Par exemple, les batteries, si elle est déjà certifiée, ça va réduire le prix du coup de la batterie. C'est pareil pour le module radio. Si votre module radio est déjà certifié, ça va réduire le prix. Voilà, il y a des choses. Oui, c'est ça, c'est assez large, mais c'est pour donner une fourchette quand même pour ces petits constructeurs qui se lancent aujourd'hui et qui voudraient faire du drone C5. C'est de savoir qu'il y a quand même un minimum d'argent à prévoir, à investir pour pouvoir permettre à un drone déjà d'au moins d'être conforme C3, même si on ne le certifie pas C3, il sera certifié CE. Tout à fait. Il sera, je le rappelle, hein, CE, c'est obligatoire. Pour vendre un produit électrique en Europe, il faut avoir le marquage CE, c'est le minimum. Alors ensuite, pour le passer en C5, ça prend combien de temps toute cette histoire-là ? Il va rester combien de temps dans le laboratoire pour être testé ? Alors pour une certification CE, pour une mise en conformité CE, on est aux alentours de 8 à... Je dis vraiment ça en large, hein, parce que du coup ça dépend, mais entre 8 et 12 semaines pour la partie CE. Et puis pour l'autre partie, les classes, c'est un petit peu flou pour l'instant. Ça dépend des files d'attente, hein, mais oui, c'est dans le même ordre de durée. D'accord. Donc entre 8 et 12 semaines, ça fait environ 3 mois. La problématique que l'on a, c'est que 3 mois, ça fait début janvier, en sachant qu'il y a Noël au milieu quand même, et que 1er janvier, on est censé avoir, pour ceux qui veulent travailler sur les scénarios STS-01 ou STS-02, on est censé avoir quand même des drones qui répondent à ces classes-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de C5 de disponible. Comment vont faire et à la fois les petits constructeurs
constructeurs et à la fois peut-être même les grands constructeurs pour nous mettre à disposition à partir de janvier, puisqu'on a fini la première période de transition en France, puisqu'elle débute, maintenant la deuxième partie débute en 1er janvier 2024. Comment on fait ? Bah, écoutez, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est peut-être de notre faute aussi, hein, mais il n'y a pas eu beaucoup de communication sur le sujet. Après, c'est vrai que les normes, ça prend un peu de temps de mettre tout ça en place. Alors, je ne sais pas quand elle va être applicable exactement. Hein, c'est aussi, c'est pas dans nos mains, je dirais, quand la chose sera applicable. Mais effectivement, je pense courant 2024, il faudra penser à faire les choses. Hein. Après, voilà, c'est les choses. Le CE est aussi autodéclaratif, donc voilà, il faut y aller petit à petit. Je pense qu'il faut aller étape par étape et faire le marquage CE, et puis la directive viendra en 2024, courant 2024. Il n'y a pas vraiment de date fixe pour l'instant en 2024 au 1er janvier, quoi. Alors, tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant, le CE est aussi autodéclaratif. Ça veut dire que, par exemple, un petit constructeur pourrait se déclarer, auto-déclarer, je dirais, en CE, puis s'auto-déclarer en C5, et ensuite continuer à faire passer les tests en disant qu'il s'est mis en conformité, mais qu'il attend le résultat. Donc, il peut être autodéclaré. Tout à fait. Par contre, l'autodéclaration, hein, c'est un petit peu une assurance, hein, je dirais. La personne qui fait l'autodéclaration est responsable de son appareil et entre guillemets, des accidents qui peuvent survenir à cause de son appareil. Donc l'autodéclaration, je dirais, c'est bien et pas bien, parce que il faut, pour une autodéclaration, il faut que le constructeur justifie les tests qu'il a fait sur l'appareil. Donc s'il n'a pas fait de test et qu'il y a un problème sur son appareil, il est entièrement responsable. Par contre, s'il a fait des tests en termes de safety, il peut justifier comme quoi moi j'ai bien fait les tests auprès du labo certifié. Donc la responsabilité est un petit peu partagée pour le coup. Donc ça, c'est une notion qui est très importante en termes d'autodéclaration, parce que l'autodéclaration, c'est facile à faire. Hein. C'est un bout de papier à rajouter, et puis tout le monde est certifié. Hein. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est vraiment derrière de sécuriser le consommateur, hein, parce que c'est l'objectif quelque part en termes de CE. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un laboratoire, quand vous faites votre autodéclaration, d'avoir les rapports du laboratoire certifié, accrédité, pour faire les tests, pour pouvoir justifier que vos tests soient bien faits selon les normes européennes et les directives que je vous ai citées auparavant. Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, on a un vrai problème, c'est 2024, 1er janvier 2024, et un vrai problème sur les centres de formation. Parce que du coup, ils ne savent plus du tout comment former, puisque pour pouvoir former avec la nouvelle réglementation, il faut avoir des drones C5, il faut avoir des drones C6. C'est une obligation réglementaire qui est déjà définie dans la MC2. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, par exemple, des petits constructeurs disent moi, mon drone, j'en assume la responsabilité, je déclare que j'ai fait les tests en interne, et pendant que j'envoie mon drone à la certification sur un laboratoire notifié, hein, sur un organisme notifié, pour que ce soit fait réellement, mais en attendant, j'en assume moi la responsabilité. Est-ce que ça, c'est envisageable, en expliquant bien que la responsabilité, il l'assume pleinement, surtout si on envoie des drones à des centres de formation? Alors ça je dirais, c'est pas nous, le laboratoire TUV Ryland, de décider ce genre de réglementation. C'est plutôt la DGCA de dire quelles sont les règles, en fait, hein. C'est pas nous qui définissons les règles sur le territoire français. Nous, on va s'occuper vraiment que du produit. Globalement, on va certifier le produit. Demain, si les autorités disent que le produit, il faut qu'il soit certifié ou auto-certifié par un laboratoire accrédité, je dirais que faudra suivre la réglementation des GCA. Enfin, c'est pas à nous sur ce point-là, hein, je dirais, c'est pas à nous d'avoir un avis. Voilà.
Alors, il y a des initiatives aujourd'hui qui sont prises en France, notamment avec un cluster, donc un pôle de compétitivité plus exactement, qui a envisagé de faire un camion un peu à la C'est pas sorcier, qui va parcourir la France et qui devrait avoir à l'intérieur la possibilité de faire tester les machines avec, pour tout ce qui est normes sonores, normes sécurité, conformité CE. Est-ce que tu as un avis? D'abord, est-ce que tu étais au courant de ça et est-ce que tu as un avis sur le sujet? Non, pas du tout. Je l'apprends. J'avoue que c'est intéressant comme approche, effectivement. Mais l'initiative est louable, dans le sens où, effectivement, on manque un peu de communication peut-être sur le sujet. Et pour présenter les choses, effectivement, c'est intéressant. Mais j'avoue que je n'étais pas du tout au courant. D'accord. Donc tu ne connaissais pas. Alors par contre, si des gens sont intéressés, et là on va faire un peu de publicité pour le TUV à Lyon, qui est une antenne du TUV allemand, on est bien d'accord. Comment on fait pour te contacter et comment on fait pour dire à nos auditeurs, voilà, si vous voulez plus en renseignements, contactez directement le TUV à Lyon. Alors il y a une première chose, il y a un site internet, donc TUV Rhineland France, donc il y a un lien contact, vous cliquez dessus et en fait voilà, ça nous redirige toutes les demandes directement chez nous, ça c'est une première chose, et nous contacter directement à l'agence de Lyon. On a Limonest, très exactement à 10 km de Lyon. Donc vous contactez directement ce site-là ou via votre le podcast. Alors via notre podcast ou via notre association, bien évidemment. Mais alors on va peut-être épeler Rhineland parce que d'abord il y a un H. Déjà on va mettre au milieu, donc faut savoir où on le met. Alors, donc si Alain, si tu peux nous expliquer tout ça. Alors TUV Rhineland, oui effectivement c'est TU donc V RHEI LAND. Voilà. Et donc le site internet c'est TUV Rhineland, il n'y a pas de trait d'union, il n'y a rien? Alors c'est TUV Rhineland France. Tout attaché, ça devrait marcher, je pense. Non. Donc de toute façon, il suffit de chercher sur internet et on y trouve. Exactement, oui, on est quand même bien référencé. Alors, dernière question juste pour clôturer cette interview, donc je te remercie Alain. Comment aujourd'hui les petits constructeurs peuvent provisionner ou se mettre en relation directement avec un laboratoire tel que le tien? Est-ce qu'il y a d'autres antennes du TUV sur toute la France? Comment on fait pour pouvoir présenter nos machines? Parce que envoyer une machine de 25 ou 50 000 euros par la poste, c'est peut-être un peu difficile, quoi. Alors pour l'instant, le site de TUV Rhineland France, on a un laboratoire de sécurité électrique. On n'a pas qu'une antenne commerciale. D'ailleurs, on s'agrandit en novembre pour la partie CEM. Il faudra voir effectivement selon les dimensions des appareils, voir si on peut les tester chez nous. Alors en termes de certification, on a des choses qu'on fait pour d'autres produits de sécurité électrique. Donc faut vraiment, c'est vraiment du cas par cas, voir un peu les dimensions. Est-ce qu'on est capable, grâce à nos outils, de tester les produits selon les produits, quoi. C'est vraiment, ou sinon de toute façon. Nous, on a quand même un réseau mondial de laboratoires qui permet de faire les tests. Notamment, on a en Hongrie, là, pour la CEM, on peut rentrer un semi-camion, un semi-remorque dans la salle CEM. Donc, on est quand même, on peut aller jusqu'à des grandes dimensions en termes d'appareils. D'accord. C'est-à-dire qu'un volocoptère, ça rentre très facilement. Exactement. Tout à fait. Bien écoute Alain, je te remercie d'avoir répondu aux questions de Fréquence Drone et surtout j'espère que bon nombre de petits constructeurs vont pouvoir te contacter. On peut t'appeler directement, on peut venir te voir à Lyon, ça pose pas de problème? Ça pose pas de problème, on est ouvert, on est bien en France, donc il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir d'ailleurs. Et le café est offert quand on arrive, il n'y a pas de problème. Exactement. Bon écoute, je te remercie Alain, merci beaucoup. Au revoir. Fréquence Drone, interview. Bonjour Thierry, je suis très heureux de te retrouver à l'UAV Show 2023, un salon qui s'est très bien passé, où on a rencontré beaucoup de gens très pertinents sur cette édition. On sent que la filière se professionnalise tant au niveau des exposants que des visiteurs du salon, donc vraiment des questions précises sur cette édition. Ici on est au 3e jour sur la journée des démonstrations, où on a le plaisir de suivre en direct les drones et les avions qui sont en vol juste à côté de nous, puisque les démonstrations se font
sur le site de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Donc Bordeaux-Mérignac qui utilise la plateforme Clearance depuis plusieurs années maintenant pour gérer les demandes d'autorisation drone. Et donc aujourd'hui une démonstration qu'on a le plaisir de réaliser avec de la détection live des drones et des avions en vol. Donc les drones, je t'apprends rien Thierry, ont maintenant un signalement électronique pour la plupart d'entre eux. On était à un seuil de 800 grammes et on a ce seuil jusqu'à la fin de l'année. On passe à un seuil de 250 grammes pour le signalement électronique avec la réglementation européenne qui arrive de plus en plus. Et donc à partir du 1er janvier prochain, la quasi-totalité des drones utilisés par les professionnels vont embarquer ce signalement électronique qui permet de les détecter. Pendant ces 3 journées, tu as eu beaucoup de monde sur ton stand, des questions peut-être ? On a eu beaucoup de monde, on a eu beaucoup de questions. Je crois qu'il y a beaucoup de questions en ce moment sur la transition avec la réglementation européenne, que ce soit sur les machines, mais également sur la formation des télépilotes avec l'arrivée des STS et le fameux examen qu'on attend tous. Je crois qu'il y a eu une très belle intervention de la DSAC, beaucoup de gens m'en ont parlé dans les allées après avoir entendu. Ça a permis de rassurer, ça a permis de clarifier. Il y a un certain nombre de points qui restent encore à clarifier sans doute. Mais voilà, il y a beaucoup d'attentes dans cette édition autour de la façon dont cette transition va se passer, même si c'est pas une découverte, hein, ça fait 4 ans qu'on est au courant que la réglementation européenne arrive, sauf que là, il n'y a pas forcément les machines disponibles pour ce qu'on veut faire, pas forcément les examens qui sont tous disponibles pour ce qu'on veut faire. On a l'Open A2 qui a été ouvert récemment, donc qui va donner des possibilités. Voilà, on a eu la chance Clearance de faire une petite intervention aussi sur ce sujet-là, pour appeler aux exploitants de se déclarer en S1 ou S2 ou S3 avant la fin de l'année s'ils pensent en avoir besoin dans les 2 ans et qu'ils ne l'ont pas encore fait. Il leur reste 3 mois, mais pas plus. Voilà. Ouais, c'est bien que tu parles justement de ces effets de seuil parce qu'on a essayé de l'expliquer, de le dire et de le redire. Vous savez tous que cette réglementation allait arriver. Oui, je ne suis pas persuadé que ça change forcément quelque chose. Ça va changer des choses sur la réglementation open qui permet à un certain nombre de gens de faire déjà pas mal de choses. Mais il faut que les professionnels d'aujourd'hui se rassurent sur le fait que les missions complexes vont rester nécessairement en spécifique pour une bonne partie d'entre elles. Donc je pense que ça va plutôt être un accélérateur du marché. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit nous chez Clearance aujourd'hui. D'accord. Comment tu abordes la transition qui va se passer entre agglomération et zone urbaine ? La zone urbaine, elle est considérée en comprenant tout ce qui est zone artisanale, zone commerciale, donc elle englobe beaucoup plus de choses. Et une des questions qu'on m'a posées sur la conférence que j'ai animée, c'est de savoir est-ce que les applications comme la tienne, que ça va être pris en compte ? Alors, on a la chance de ne jamais avoir eu de carte officielle des zones peuplées. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'évolution majeure à ce niveau-là pour nous, puisqu'on s'est toujours basé sur la densité de bâtiments au sol pour indiquer aux télépilotes le fait qu'il y avait sans doute une zone peuplée à prendre en compte à cet endroit-là. Mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer, le télépilote et l'exploitant restent responsables de ces vols. Les applications comme la nôtre ou comme d'autres sont là pour aider à la préparation de mission. On en fait le maximum, on pré-rédige des mails de demande d'autorisation, on vous fait des outils de planification des zones d'exclusion des tiers, mais in fine, le cerveau, il est dans la tête du télépilote qui est en train de préparer sa mission et qui se rend bien compte en regardant la photo satellite que là, il est au milieu de la zone urbaine ou qu'il est complètement en dehors. Donc là, à ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose, on est toujours là pour aider, mais effectivement, il n'y aura jamais de limite d'un festival, d'une rave party ou d'un rassemblement temporaire de personnes, quel qu'il soit. Donc là, il faut rester vigilant, il faut rester conscient de ce qu'on est en train de préparer comme mission. Est-ce que je peux te poser une question sur l'arrêté espace, le fameux arrêté espace ? Pas mal de personnes sont vent debout parce qu'ils considèrent que c'est dangereux que d'avoir des gens qui soient auto-formés et qui voudraient garder la formation obligatoire, y compris pour le A2. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense qu'il y a un vrai sujet, un vrai questionnement. Je ne sais pas si le questionnement il est sur la sécurité des personnes ou sur la sécurité de l'emploi des télépilotes qui sont en place. Ce que je ressens par contre, c'est qu'au niveau de la DSAC, au niveau du ministère de l'Intérieur, puisque c'est sans doute les 2 organismes qui sont les plus au courant des évolutions en cours, on a affaire à des gens qui sont très conscients des enjeux de sécurité et qui sont absolument pas prêts à faire n'importe quoi à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut poser les questions qui sont évidemment légitimes, mais il ne faut pas se dire qu'on a des têtes brûlées en train de rédiger la réglementation. Si c'était le cas, la filière n'en serait pas là aujourd'hui. Je te remercie Florent et un bon salon. Aujourd'hui c'est le dernier jour. C'est le dernier jour effectivement, donc on en profite sous cette météo magnifique de Bordeaux. C'est vrai qu'il fait un très beau temps. Merci beaucoup Florent. Merci. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.